Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau débrief aujourd'hui pour le Grand Prix d'Espagne de MotoGP qui s'est déroulé le week-end dernier. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre tout d'abord avec un point sur le classement de la course, avec la victoire de Francesco Bagnaia devant les deux KTM de Brad Binder et Jack Miller, Jorge Martin 4e devant le poleman Aleix Espargaro, Luca Marini 6e, Dani Pedrosa extraordinaire 7e devant Alex Marquez, Takaki Nakagami et enfin en 10e place Fabio Quartararo. Et on démarre ce débrief évidemment par le vainqueur de la course, Francesco Bagnaia, qui a démontré une nouvelle fois qu'il était le pilote le plus fort. Il n'a pas chuté cette fois-ci. Deuxième victoire en 4 courses, vu qu'il score très souvent et des gros points surtout en course sprint. Eh bien désormais, Francesco Bagnaia est large leader au championnat. Et oui, en arrivant en Espagne, Francesco Bagnaia comptait 11 points de retard sur le leader Marco Bezzecchi. Il en ressort avec 22 points d'avance sur l'Italien. Il a profité surtout des belles galères de Bezzecchi ce week-end. Et pourtant, Francesco Bagnaia, eh bien, il en a bavé un petit peu quand même. Le vendredi a été très compliqué. Il a dû passer par la Q1. Il s'est finalement qualifié pour la Q2 et il s'est placé entre guillemets seulement 5e. C'est pas extraordinaire quand on s'appelle Francesco Bagnaia de partir 5e. Mais bon, en course sprint, il est remonté 2e. Et en course principale, eh bien, il a tout simplement gagné la course dans les derniers tours en dépassant Brad Binder. On a eu une belle bataille d'ailleurs entre l'Italien et le Sud-Africain dans les derniers tours. Mais bon, c'est l'Italien qui s'impose une nouvelle fois. C'est la deuxième fois qu'il s'impose à Jerez après sa victoire de justesse devant Fabio Quartararo l'année dernière. Cette fois-ci, ce sera de justesse, mais devant Brad Binder. Bref, comme depuis le début de la saison, Francesco Bagnaia semble tout simplement imbattable lorsqu'il ne tombe pas. Et là, c'était le cas ce week-end. Du coup, il a gagné. Et justement, on va parler des pilotes KTM, parce que, et oui, les KTM étaient très en forme ce week-end. Un double podium en course sprint et en course principale. On s'attarde tout d'abord avec le Sud-Africain Brad Binder, qui a remporté la course sprint. C'est la deuxième victoire en course sprint pour Brad Binder après sa victoire lors du Grand Prix d'Argentine. Malheureusement, il n'avait pas pu enfoncer le clou le lendemain lors de la course principale, puisqu'il était tombé. Du coup, il était reparti dernier. Et bien cette fois-ci, il a fait un week-end exceptionnel du début à la fin. En qualification, il était très bien placé. Il était 4e, je crois, des qualifications. En course sprint, donc il est remonté premier. Et puis en course principale, il est remonté deuxième. Il était en tête une bonne partie de la course. Il s'est fait passer par Bagnaia en fin de course, mais il a réussi à tenir le rythme de l'Italien. Ça, c'était quand même assez incroyable. Et ce qui était incroyable encore plus, c'était de voir comment il pilotait. J'ai adoré son style de pilotage tout en glisse. Ça faisait vraiment rappeler la MotoGP de l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces électroniques, ces aides, etc. Où les motos glissaient dans les virages. Là, c'était exactement la même chose pour les KTM. Même Jack Miller glissait énormément dans les virages et pourtant il prenait les cordes et tout. C'était juste magnifique le style de pilotage des deux pilotes KTM. Franchement, je suis fan de ça. En plus, au niveau comptable, eh bien, Brad Binder revient à la 3e place du championnat. C'est vraiment extraordinaire. Il n'est plus qu'à 3 points, je crois, de Marco Bezzecchi pour la 2e place. Il y a des années-lumière de Bagnaia, mais bon, voilà. Est-ce que le titre est vraiment faisable pour KTM? Non. Donc voilà, c'est une très belle opération pour Brad Binder. Quand je dis que les pilotes KTM étaient vraiment en forme ce week-end, c'est qu'elles étaient vraiment en forme parce que Jack Miller, il était aux avant-postes également. Il se qualifie 2e. C'est juste incroyable quand on disait depuis l'année dernière que les KTM, et puis même un peu avant aussi, les KTM en qualification n'ont jamais été vraiment exceptionnels. Brad Binder, son meilleur résultat en qualif, c'est 3e avec la KTM. Et c'était une seule fois, donc ouais, les KTM sont vraiment pas bonnes en qualification. Et bien là, ce week-end, ils ont placé 3 KTM dans le top 6 avec Dani Pedrosa. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je trouve ça juste complètement fou. En qualif, les KTM étaient présentes. En course sprint, elles étaient là. C'était incroyable.
Brad Binder était premier, Jack Miller était deuxième, mais il s'est fait passer par Bagnaia un petit peu plus tard. Les départs également des deux pilotes KTM, c'était juste incroyable. La course sprint, la course principale, il y a eu deux départs, les deux KTM se sont trouvés en tête. À chaque fois, les KTM ont fait des départs de folie et Jack Miller s'est battu pour la victoire le dimanche. Bon, il a dû céder face à Brad Binder, il a dû céder également face à Francesco Bagnaia, qui l'avait repassé avec une pénalité pour Bagnaia. Bon, voilà, j'ai pas envie trop de parler des pénalités maintenant. Bon, du coup, Bagnaia est repassé, il a eu une bagarre avec Jorge Martin également, il aurait pu perdre le podium, il est repassé devant l'Espagnol. Voilà, troisième place, premier podium pour Jack Miller cette année, le premier du coup avec KTM. Alors, franchement, un week-end XXL de la part des pilotes KTM et Jack Miller. Bon, sa performance est un peu éclipsée par celle de Brad Binder qui a finalement devancé Jack Miller sur les deux courses, mais quand même, ouais, gros week-end et Jack Miller s'est complètement adapté à cette KTM, ça c'est super bien. Un autre pilote KTM qui a brillé ce week-end, c'est Dani Pedrosa qui était de retour en compétition MotoGP, le pilote test de KTM qui a déjà roulé sur cette moto, ça fait déjà quelques années maintenant, mais en compétition, il n'a fait qu'une seule course avec la KTM, c'était en Autriche en 2021, c'était il y a quasiment 2 ans, et sa dernière saison complète, elle date de 2018. Donc vous voyez, ça fait quasiment 5 ans qu'il n'avait plus roulé à temps plein. Qu'il n'a toujours pas roulé à temps plein d'ailleurs, il ne reviendra pas à temps plein de toute façon, mais Dani Pedrosa a fait un week-end de malade. Dès la première séance d'essai libre, bam, premier chrono, hop, voilà, qualifié en Q2, troisième temps au chrono cumulé, en qualif, sixième, en course sprint, sixième aussi, il a fait une course vraiment top, et puis en course, il a perdu une petite place, mais bon, voilà. Après, il en a gagné peut-être une ou deux grâce aux chutes, mais qu'importe. Qu'importe, déjà en Autriche, il y a 2 ans, il avait fait 10e après une chute en plus. Bon, il était reparti après le drapeau rouge, mais 10e déjà il y a 2 ans, et là, ce week-end, juste incroyable. Les KTM étaient en forme, c'était vraiment le circuit où il fallait voir Dani Pedrosa en wildcard. C'est ce que KTM a fait, ils ont bien fait. Maintenant, on se demande si Dani Pedrosa va revenir. Apparemment, il y aurait 2 autres wildcards que Dani pourrait faire. C'était entre parenthèses, mais vu le week-end qu'il a fait, franchement, je pense que Dani Pedrosa, il va pas refuser une nouvelle wildcard cette année. Et j'espère, parce que franchement, Dani Pedrosa, il est encore au niveau. C'est juste fou. C'est fou. Parlons un petit peu également des Aprilia qui ont encore une fois déçu. En qualification, on ne les attendait pas forcément aussi haut, notamment Aleix Espargaro qui a quand même signé la pole position. C'était quand même une petite surprise parce qu'aux essais libres, ils étaient là. En deuxième séance, ils avaient même fait un doublé Aprilia, mais bon, ils étaient là, mais est-ce que ça allait tenir? On ne savait pas vraiment. En qualif, ça l'a fait pour Aleix Espargaro, plus compliqué pour Maverick Viñales. Mais en course, ben, c'était pas encore ça. Espargaro, je crois qu'il a chuté en course sprint. C'est bien dommage. Et puis en course principale, il finit 5e. C'est un bon résultat, mais bon, on attendait beaucoup mieux des Aprilia quand même. Ouais, c'est un début de saison moyen. Moyen, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas terrible. Aleix Espargaro qui fait beaucoup d'erreurs. Et puis là, pendant la course principale, il n'avait pas vraiment le rythme des meilleurs. En tout cas, il ne pouvait pas aller chercher un podium à la régulière. Il n'avait pas le rythme pour. C'est bien dommage. Pour Maverick Viñales, c'était encore plus compliqué pour Aleix Espargaro, qualifié 10e, c'était un peu compliqué. En course sprint, il est remonté 7e, c'est bien, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Il y a mieux. Et en course, il était 8e avant que sa chaîne ne le lâche dans le dernier tour. Donc ça fait 8 points en moins. Il a dû abandonner dans le dernier tour. C'est dommage ça fait des points en moins. Mais c'était pas un week-end top pour Viñales et puis même pour Aprilia, c'était bien mais sans plus. Quel week-end galère pour Fabio Quartararo du début à la fin. Ouais, c'est vraiment très compliqué ce début de saison et une nouvelle fois, on a vu que la Yamaha n'est pas performante. Et là, ça devient d'autant plus important parce que ce circuit de Jerez, c'est un circuit que Fabio
Quartararo adore, il a toujours été performant sur ce circuit. Il a remporté ses 2 premières courses en MotoGP en 2020. Il a été, à la bataille, en 2022 pour la victoire. Et cette année, voilà, il s'est qualifié 16e. C'était sa pire qualification en carrière en MotoGP, c'est pour dire. En course sprint, il a fait un départ magnifique. Il était remonté de 8 places, mais il y a eu le drapeau rouge. Du coup, il a dû retomber 16e. Et ensuite, c'était plus compliqué. Je crois qu'il termine 12e de la course sprint, donc pas de points à nouveau. C'est compliqué en partant de derrière de marquer des points. Forcément, il faut à chaque fois que Fabio fasse des remontées, à chaque course, il faut qu'il fasse des remontées, des remontées, des remontées. Ça marche pas tout le temps. Ça n'a marché qu'en Amérique en fait. Et puis en course principale, il a été victime d'une grosse chute dans le premier tour avec Miguel Oliveira. J'ai eu un petit peu peur quand on a vu les premières images de Fabio Quartararo allongé par terre. Il est resté un petit moment quand même dans les graviers, il boitait, mais il est remonté sur la moto pour le deuxième départ. Il a fait sa remontée. 10e, 6 points, c'est un moindre mal parce que ça aurait pu clairement, déjà le premier tour aurait pu se terminer. Ça s'est terminé pour Miguel Oliveira sur blessure. Ça aurait pu être le cas aussi pour Fabio, donc repartir c'est déjà pas mal. Et puis en plus il marque des points, donc bon, c'est 6 points bonus, mais ouais, clairement Fabio Quartararo ne jouera pas le titre cette année, ça c'est clair et net. Il n'y a même pas l'illusion, même même un podium, c'est pas possible, même un top 5. Imaginez-vous qu'un top 5 pour Fabio Quartararo serait un exploit, c'est pour dire la performance de cette Yamaha qui est vraiment pas bonne du tout. Ouais, c'est compliqué. En qualification, il s'est quand même fait devancer par Franco Morbidelli, encore une fois. Donc ouais, il y a un truc qui va pas, et là c'est d'autant plus important que Fabio donc, était à Jerez, donc s'il ne performe pas à Jerez, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, et puis on rajoute à cela son double long lap. Le premier était vraiment inadmissible, inutile. Tout simplement, c'était un fait de course et il s'est pris une pénalité. Bon. Et puis la deuxième, bon, il a mal fait son long lap, du coup, il s'en est repris un. Donc, ouais, il aurait pu finir encore plus haut que la 10e place, mais bon, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, on peut pas s'attendre à des miracles avec cette Yamaha, malheureusement. Décidément, ce week-end espagnol, c'était pas le week-end des Français. Johan Zarco a vraiment eu du mal également. C'est dommage parce que ça partait bien. Le samedi, il jouait la pole position, mais il a raté son dernier tour. Ça l'a fait chuter en 8e place sur la grille. En course principale, il était 5e. Il commençait à élever son rythme de course. Ça pouvait remonter. Et puis même Brad Binder, qui était à ce moment-là le leader de la course, franchement, il n'était pas si loin que ça de Johan Zarco. De là à dire qu'il aurait pu gagner, je ne sais pas, mais il commençait à avoir le rythme. Sauf que Johan Zarco est tombé. Première chute de l'année en course. Ça pique, ça fait mal parce que ça le fait chuter aussi au championnat parce qu'il était 5e. Et puis là, il tombe 9e du championnat. Ouais, c'est pas beau. Et ouais, quand on voit Fabio Quartararo qui était vraiment en galère et voir Johan Zarco chuter, ça mine le moral. Ça mine le moral, mais bon. On sait que Johan Zarco, il a le rythme, mais bon, il a toujours eu le rythme ces 2 dernières années avec la Pramac, il a le rythme pour être devant. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop inconstant, et là, j'ai peur que ça fasse la même chose. Bon, attendons, c'est la première chute en 4 courses. Il y a eu pire. Il y a eu pire, il y a eu Bagnaia, Mir, il y a plein de pilotes qui ont chuté 2 fois maximum, je crois. Donc attendons, mais bon, voilà. C'est dommage cette chute. Mais bon, j'ai l'impression que Johan Zarco est passé à côté déjà, donc ouais, il se focalise sur le Grand Prix de France, tant mieux. Un petit mot également pour Miguel Oliveira, qui malheureusement manque de chance en ce début de saison. C'est assez paradoxal parce qu'il fait un super début de saison, mais d'un autre côté, il chute, et le pire c'est que c'est même pas de sa faute. C'est ça le pire, c'est que ouais, au Portugal, il était super performant, il jouait le podium à la course sprint. Bon, il a fait une erreur, il est tombé de 3 ou 4 places. C'est dommage. En course principale, il jouait à nouveau le podium, mais il s'est fait faucher par Marc Marquez, on s'en rappelle tous. Blessé, il a dû rater le Grand Prix d'Argentine. En Amérique, il a fait un super week-end, il termine 5e de la course principale. Vraiment, c'était un super résultat. Et puis,
Et puis ce week-end, encore une fois, il était présent, en course sprint, il était là. Mais en course principale, fauché dans le premier tour par Fabio Quartararo. Encore une fois, une chute qui n'est pas de sa faute. Encore une fois, il se blesse sur cette chute. Bon, heureusement, rien de très très grave. Voilà, petite blessure à l'épaule. Mais les médecins n'ont pas détecté de fracture, donc bon, c'est positif. Apparemment, Oliveira pourrait être au Grand Prix de France. Mais bon, on disait ça aussi au Grand Prix d'Argentine, qu'il aurait pu être au Grand Prix d'Argentine. Mais à la dernière minute, on l'avait retiré. Donc à voir, mais apparemment rien de grave, heureusement, parce que c'était une sacrée chute encore pour Miguel Oliveira. On continue avec les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs. Bon, du coup, j'ai pas noté Miguel Oliveira qui n'a pas fait le premier tour et qui s'est blessé malheureusement. Bon, voilà, rien à dire de vraiment exceptionnel sur les notes. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez. Nous, on passe au classement des championnats. Le championnat, justement, Francesco Bagnaia récupère la tête du championnat et il s'envole même parce qu'il a déjà 22 points d'avance sur Marco Bezzecchi. Brad Binder et Jack Miller font une belle remontée, 3 et 4 au championnat. Vignales 5e, Luca Marini 6e, très bon. Rory Martin remonte à la 7e place, Alex Rins descend 3e, Johan Zarco fait un plongeon à la 9e place. Alex Marquez complète le top 10. A noter que Quartaro n'est plus que 11e, il sort pour la première fois cette saison du top 10. On continue avec le championnat des constructeurs et Ducati s'est complètement envolé. Ils ont 56 points d'avance sur KTM qui a pris de l'avance sur Aprilia, 3e. Honda est 4e et pas si loin d'Aprilia finalement. Et puis il y a Yamaha qui est là. Bon, ils sont derniers quoi. Normal, logique, c'est mérité. Au championnat des équipes, la Mouniver 46, malgré un week-end en demi-teinte, reste leader pour 2 petits points sur l'équipe KTM Factory, qui a fait une grosse remontée, un gros week-end, un double podium, donc forcément. Et puis l'équipe Prima Pramac est 3e, 2 points seulement devant le team Ducati Factory. On notera le team Honda Repsol qui n'a pas marqué de points depuis 3 courses. Ça fait beaucoup et ça pique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude, hein. Voilà, on sort d'un mois d'avril compliqué, donc j'espère que le mois de mai sera meilleur. Déjà d'un point de vue sur YouTube, mais aussi d'un point de vue santé. Bon, c'est pas encore totalement revenu. Si vous êtes au courant, bon, j'ai eu quelques problèmes de santé, bon voilà. J'espère que ça reviendra le plus vite possible. Ça revient petit à petit, mais c'est pas encore ça, donc on verra. Normalement, en fin de semaine, il y aura une nouvelle vidéo. Je vais peut-être revenir sur les pénalités un peu stupides que j'ai trouvées là ce week-end, entre les pénalités de Morbidelli, les longues laps des 2 pilotes Yamaha, petite pénalité à Bagnaia également. J'ai pas trouvé ça très correct. Bref, voilà. Normalement, il y aura une vidéo en fin de semaine cette fois-ci. Voilà. Bon, je vous dis du coup à la fin de semaine, et sinon ce sera à la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Miami de Formule 1. Et normalement, c'est à la fin de semaine. Allez, à bientôt.